Corps corps à corps. Et pour ce corps à corps, nous allons donc nous attarder un petit peu sur ce parti qui défraie la chronique en ce moment. Donc la France Insoumise, vous l'aurez compris, qui vient un printemps mouvementé. Il y a d'abord eu cette enquête LFI, le parti de l'étranger, publiée par le média Frontières. D'ailleurs, on leur avait proposé de participer aujourd'hui, mais ils ne sont pas disponibles. Et puis il y a quelques semaines, il y a eu aussi des altercations entre les parlementaires LFI justement et ces journalistes de Frontières. Puis plus récemment, jeudi 24 avril, c'est Complément d'enquête qui a diffusé un numéro sur Jean-Luc Mélenchon et son type de gouvernance, on va dire très personnel, à la tête du parti. Et puis, ce week-end, surtout, ce sont les dernières images suite au meurtre d'un musulman dans une mosquée du Gard, qui était faite par un jeune d'origine bosniaque. LFI a décidé d'organiser à Paris un rassemblement contre l'islamophobie, place de la République, avec quelques représentants des Verts, dont Marine Tondelier, qui a aussi eu son lot de polémiques. Eh bien, on a vu surtout Jean-Luc Mélenchon très ému dans les bras d'une femme musulmane, et qui dénonce le climat islamophobe en France. On regarde ces images qui ont déjà fait le tour, évidemment, des réseaux et des médias. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. On a peur, monsieur Mélenchon. N'ayez pas peur. Les Français sont... Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Ah ouais, là, c'est séquence émotion. Alors, on avait vu des discours un peu plus vindicatifs sur l'islam, comme celui-ci, par exemple. De se débarrasser, la France, de l'islamophobie structurelle. Et barakallahu fikum. Bravo! Barakallahu fik. Barakallahu fik, on fait du bruit. Et il a raison. Inch'Allah, on va faire abroger les lois islamophobes. À commencer par la loi sur l'interdiction du port du voile à l'école de 2004. On arrivera à l'abroger ou pas? Stop à l'islamophobie! Stop à l'islamophobie! Ça, c'était le 27 avril, donc. Et puis, on a vu aussi Richie Thibault, le collaborateur parlementaire de la députée Ercilia Soudet, qui a appelé les musulmans à se défendre par eux-mêmes. Écoutez cet extrait. Alors, mes amis, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas compter sur les institutions. La police, la justice véhiculent l'islamophobie et le racisme. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que je le dis, je l'assume. Il faut qu'on se défende par nos propres moyens. Il faut constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire. Il faut qu'on se défende. Il ne faut plus se laisser donner des coups. Voilà, bon, je précise que ces propos d'ailleurs ont fait l'objet d'une saisine de la justice par Bruno Retailleau pour appel à l'insurrection. Alors, nous, plus généralement, on voulait s'intéresser à la France insoumise d'hier, peut-être premier cap, premier axe, premiers objectifs de la France insoumise, et puis le tournant de la France insoumise progressif plutôt, progressiste aussi peut-être d'ailleurs, et le nouveau visage, et finalement quelle est leur direction, quelle est leur ligne exacte, comment peut-on comprendre? Est-ce que c'est une stratégie qu'on peut retrouver d'être plus sur un positionnement hostile à Israël, géopolitique, voire communautaire en France? Toutes ces questions, on les pose à nos invités. Alors, Greg Fabibian va arriver, Régis de Castelnau et Alexis Poulain. Régis de Castelnau, pour commencer. Ça tombe encore sur moi. Oui. Bon. Alors, qu'est-ce qui arrive à LFI? Qu'est-ce qui arrive à Jean-Luc Mélenchon? Bon, je crois qu'on peut en parler longtemps. Il y a eu effectivement un virage tout à fait caractéristique qu'on a tendance un peu à oublier parce que c'est pas hier. Alors, je pense qu'on parlera de la séquence de la pleurniche et du fait d'exhiber cette pleurniche. Personnellement, moi, ça me choque. Bon, on peut commencer par la pleurniche, si vous voulez, puis comme ça, on a évacué l'actu, entre guillemets, et après, on ira dans le fond.
Non, mais je veux dire, il devrait faire beaucoup plus attention, Jean-Luc Mélenchon, mais ça fait un moment qu'il fait plus attention. Il y a eu, c'est vrai qu'il y a en ce moment, utilisons ce terme parce qu'il est pratique, il y a de l'islamophobie un peu décomplexée. C'est incontestable. Vous regardez CNews, c'est systématique. Il y a des propos avec des gens qui sont arrivés au pouvoir grâce à l'escroquerie politique qui a été la conséquence de la dissolution et de l'arrivée de cette assemblée bizarre. Oui, c'est incontestable et la situation des musulmans n'est pas nécessairement facile. Mais de là à tout capitaliser là-dessus, en oubliant quand même que si on parle de violence débridée, depuis quelques années, ce sont plutôt les Français, alors je vais utiliser cette expression, les Français de souche qui l'ont subi. Je n'ai pas vu Jean-Luc Mélenchon venir à des manifestations après des assassinats dans des églises, je me rappelle de Nice, du père Hamel, Oui. etc. Et il y a eu plus récemment d'autres tragédies. Donc cette façon de prendre parti pour un seul camp et de jeter de l'huile sur le feu, en plus en faisant vibrer l'émotion, je trouve ça pas spécialement responsable en termes politiques. Et puis naturellement, alors je sais plus comment, Richie Thibault, que j'avais trouvé plutôt conséquent lorsqu'il avait protesté contre l'invitation de Monsieur Philippe, l'éborgneur en chef des Oui. Gilets jaunes, à la fête de l'UMA. Ça m'avait scandalisé. Il était intervenu, il avait été reconduit manu militari à la porte. D'ailleurs, on avait vu à cette occasion que là, alors qu'on l'entend lancer des grandes proclamations sur les milices d'autodéfense, qu'il pesait 22 kilos et que une simple paire de gifles des gens chargés de la sécurité leur envoyait valdinguer. Il faudrait arrêter de se raconter des histoires. On traverse une période très difficile et il faudrait redevenir sérieux. Alors, sur justement cette séquence, on a vraiment le sentiment, et c'est la clé, je pense, de ça, c'est pas caricaturer les positions de LFI, on a vraiment le sentiment d'une capitalisation quasiment unique sur une ligne pour accéder à un électorat qui est nombreux, qui est l'électorat des couches issues de l'immigration. Alors ça a une histoire, ça. Oui. Ça a une histoire. Il se trouve que, moi j'en ai une aussi, que après la loi de 90, mon cabinet, c'était un peu spécialisé, entre autres, hein, sur, effectivement, le nouveau dispositif juridique mis en place par cette loi de 90 concernant l'activité des partis. Et il se trouve que c'est mon cabinet qui, à l'origine, entre autres, parce qu'il y en a eu d'autres, a rédigé et mis en place les statuts du parti de gauche. Je dis bien du parti de gauche. Et je me rappelle qui étaient les protagonistes. Je me rappelle à cette époque, Jean-Luc Mélenchon pouvait le caractériser, l'orientation qu'il entendait donner à cette organisation, qui était un vrai parti avec des structures de direction, avec des structures d'élaboration de la ligne, etc. Donc, c'était la ligne politique était, à mon avis, était une ligne populiste de gauche. Et il faut se rappeler ce qu'a été la campagne de 2017. La campagne de 2017, c'est une campagne où il n'y avait que des drapeaux français dans les salles de meeting. C'était une ligne qui était une ligne populiste de gauche. Bon, je dois dire que j'avais été relativement séduit, puis je l'assume complètement. Hein, en 2017, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon aux 2 tours, parce que moi, je garde le bulletin. Bon, parce que en général, les candidats qui arrivent au 2e tour ne me conviennent pas, donc je garde mon bulletin de premier tour pour revoter, donc faire un vote nul. Donc, oui. Et je trouvais cette orientation vraiment intéressante. Et puis, il y a eu le virage. Faut se rappeler qu'il y a eu un virage important qui s'est produit. Il y a eu la structuration des LFI, je vais en dire un petit mot, en essayant de ne pas être trop long, et il y a eu la fin de l'année 2017, le début de l'année 2018, et il y a eu une réévaluation stratégique, un virage politique total, et LFI
la France Insoumise, l'organisation de la France Insoumise est devenue une organisation qui a adopté la ligne Terra Nova, qui était une ligne très proche de celle du PS finalement, disant voilà, on a perdu les couches populaires, on a perdu la classe ouvrière, par conséquent, il faut qu'on se tourne vers ces nouveaux électorats qui sont les électorats populaires également issus de l'immigration. Et il y a eu un grand ménage. Il faut quand même se rappeler que tous ceux qui étaient les tenants de la liste entourant, tous ceux qui entouraient Jean-Luc Mélenchon, qui étaient les tenants de la ligne populiste de gauche, ont été virés. Kuzmanovic est parti, François Coq, qui est sur Toxin, est parti. Alors tous les noms ne me reviennent pas spontanément comme ça, mais il y a eu une purge. Il y a eu une purge et il y a eu la mise en place d'une organisation qui n'a rien à voir avec un parti politique. C'est une organisation, c'est un mouvement gazeux, c'est revendiqué comme tel d'ailleurs. Il n'y a pas d'instance de délibération, il n'y a jamais un communiqué du Politburo, du bureau politique, il n'y a pas de comité central, il y a des groupes informels en province, mais il n'y a pas d'organisation fédérale. Dans un pays comme la France, tous les autres partis ont une organisation fédérale avec des secrétaires fédéraux, etc. Donc, c'est terminé ça, avec une conséquence très importante. Deux conséquences très importantes. La première, c'est que le patron de la ligne politique, le patron unique, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui décide absolument de tout concernant la ligne. Il n'y a aucune même écriture de cette ligne, et ensuite le contrôle politique se fait, vous appliquez ma ligne ou vous dégagez. Et puis deuxièmement, il y a une question financière, c'est-à-dire que la loi de 90 a mis en place le financement public de la vie politique, et par conséquent, en fonction de vos résultats électoraux, vous avez des dotations. Et ces dotations sont fournies à l'organisation financière qui a été mise en place à côté de l'organisation politique du parti. C'est ce que j'avais fait pour le parti de gauche à l'époque. Eh bien, en ce qui concerne LFI, c'est dans la mesure où il n'y a pas de parti, il y a une association de financement qui est totalement contrôlée par Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que c'est lui qui a le nerf de la guerre et qui a l'argent. Avec les résultats électoraux qu'il a eus, avec son groupe à l'Assemblée, ça fait des dotations relativement importantes. Donc, alors je ne veux pas réutiliser le terme de parti, c'est une organisation qui est strictement mélenchoniste, mélenchonienne, et qui est dirigée comme telle. Donc voilà. Et aujourd'hui, il ne faut pas compter sur Jean-Luc Mélenchon. Le résultat de 2022 lui a montré qu'il pouvait conserver un soutien et un vote de gauche un peu traditionnel et bénéficier, et on le voit dans la grande couronne d'Île-de-France, avec les députés dont il dispose, qui pouvaient bénéficier à certaines occasions du vote des quartiers où les électeurs sont massivement d'origine immigrée. Oui. Alors, vous rappeliez tout à l'heure que LFI, tout comme d'ailleurs le PS, puisque à l'origine, vous l'avez rappelé, c'était plutôt la stratégie du PS, avait suivi les bons conseils, entre guillemets, évidemment, du think tank Terra Nova. Sauf que le PS a pris une orientation différente. La preuve, d'ailleurs, par cette manifestation, toujours la même dont on parle depuis le début, contre l'islamophobie, où Jérôme Guedj, député PS, a tenté de se rendre, et lui s'est fait siffler, huer et accusé d'être islamophobe et sioniste. Écoutez ça, puis j'aimerais demander à Alexis Poulain, justement, comment on arrive finalement à deux stratégies Terra Nova, l'une qui est accusée de sionisme d'un côté, puis de l'autre qui porte en tout cas un ressenti plus communautaire du côté de la population immigrée. On écoute d'abord cet extrait. Non, c'est pas un rituel, c'est faux, monsieur. Commencez pas à dire. Voilà, vous l'avez compris. Alors, Alexis Poulain, je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire. D'abord, sur tout ce qui a déjà été dit par Régis de Castelnau sur l'histoire du parti, etc. Mais d'abord, comment vous réagissez à cet extrait et peut-être, on va dire, aux deux chemins pris et par le PS et par LFI?
Ouais, c'est pas nouveau, hein. Jérôme Gage se fait systématiquement siffler dans ce genre de manifestation parce que c'était un proche, enfin ils étaient proches avec Mélenchon et depuis on voit que c'est plutôt devenu très froid, très distendu et donc il y a cette lutte-là qui n'arrête pas. Moi, ce qui m'attriste en réalité, c'est de voir comment la place religieuse et communautaire a pris le devant sur la scène politique française. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et c'est pas seulement la France insoumise. Il faut voir comment, de l'autre côté, on attise les braises. Et la France insoumise n'est qu'une réaction en réalité à ce matraquage anti-islam qu'on a systématiquement parce que c'est l'islam, ce serait toujours l'islam, ce serait toujours un problème. Et donc la religion a pris mais une place prépondérante. Je voudrais d'abord penser à tous les athées, les agnostiques, à tous ceux qui disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On a l'impression que le débat politique en France est un débat politique totalement importé du Moyen-Orient. Alors, pardon, Alexis Poulain, on peut même aller plus loin parce que vous dites j'ai une pensée pour tous les athées, mais ou même les chrétiens qui ont depuis longtemps, oui, comment dire, qui, eux, intégré sont très calmes. oui, voilà, ou la laïcité à la française. On peut dire, mais il y a un vrai souci aujourd'hui dans le débat politique où on voit très bien les crispations identitaires qui sont en train de prendre le devant sur tous les partis. Voir la façon dont le Rassemblement national s'est mis en scène aux côtés de Netanyahou, c'est scandaleux également. C'est une façon de dire, bah écoutez, nous, on a choisi notre camp. En gros, la France est un pays sous influence. J'en parlais avec Erwan Davout, que vous invitez ici également. On a aujourd'hui, pourquoi la France insoumise choisit un camp, et le camp en tout cas des musulmans, parce qu'ils sont les seuls, et parce qu'aujourd'hui ils ont très bien compris qu'il fallait une force politique qui défende cette communauté très large en plus, hein, face à ce qui se passe sur les médias. Enfin, cette accusation perpétuelle d'antisémitisme des responsables de la France insoumise, elle est scandaleuse. Faut rappeler que Rima Hassan n'a fait que rappeler le droit international, que tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est expliquer que le gouvernement de Benjamin Netanyahou n'est pas un gouvernement progressiste, des membres qui sont des membres extrêmement dangereux pour ce qui est de l'avenir des populations à Gaza. Et tout ça est oublié. Donc aujourd'hui, c'est un tournant qui est en train d'emmener la France insoumise très loin dans le vote communautaire. Mais de l'autre côté, on a exactement le même mouvement. C'est ça qui est terrible. Et très peu de partis qui vont essayer de dire on arrête, la France est un pays laïque. C'est rarement rappelé, enfin, comme vous l'avez fait Clémence, en disant il y a des communautés qui effectivement sont beaucoup plus discrètes. Pourquoi aujourd'hui on en arrive là? Voilà, c'est terrible. Et que Jérôme Gage se fasse traiter de la sorte, c'est extrêmement triste. Donc, j'ai juste un constat de voir que c'est maintenant beaucoup trop communautaire dans ce qui est le débat politique national. Et on devrait revenir à un débat politique sur les causes du désastre, sur la trahison des élites, sur la lutte des classes, si on est un parti de gauche. Voilà, ce genre de thématiques qui sont les thématiques essentielles. Ouais. Donc pour vous, Alexis Poulain, j'entends bien, le LFI, on ne peut pas reprocher à LFI d'avoir une tendance antisémite ou alors de porter ou de supporter. Mais ils sont pas. Non, stop. LFI n'a pas une tendance antisémite. LFI a choisi de défendre la communauté musulmane parce qu'ils sont les seuls et à dénoncer les exactions du gouvernement Netanyahou à Gaza. Et ils sont encore une fois les seuls, quasiment. Donc, et l'un va avec l'autre. Et ces accusations, en revanche, d'antisémitisme, elles sont là pour une seule chose, discréditer la parole politique, faire en sorte qu'on oublie qu'Israël ne respecte pas les directives de droit international, de l'ONU, entre autres, et commet des crimes de guerre de manière répétitive. Encore aujourd'hui, Amnesty International a parlé de génocide à Gaza. Vous avez des instances internationales qui en parlent également. Donc, cette accusation perpétuelle, elle est là pour discréditer une parole. Et ce qui fait qu'effectivement, vous avez une communauté, les musulmans, qui vont se dire, bah ouais, c'est quand même le deux poids, deux mesures, il est assez évident. Bruno Retailleau ne s'est pas déplacé lors du meurtre dans la mosquée. Il était à un rendez-vous pour la présidence des LR. Le ministre de l'Intérieur ne s'est pas déplacé. Qu'est-ce qu'il se serait passé s'il y avait eu un meurtre dans une synagogue ?
Oui, oui. Après, visiblement, on a des Non, mais informations. voilà, c'est tout. C'est que ce deux poids, deux mesures, il est évident. Oui. Et donc, y compris au niveau du gouvernement. Voilà. Régis de Castelnau, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'autant plus d'accord que la situation est extrêmement difficile parce que, enfin, elle est totalement inflammable. Faut pas oublier qu'il se Ouais. passe quelque chose au Moyen-Orient. Oui. Hein, je me rappelle la séquence de Macron disant il faut reconnaître l'État de Palestine, il serait temps, et qui se faisait raconter par un gendarme très ému la réalité de cette situation. Or, Ouais. il faut savoir que la communauté musulmane chez nous, elle est abonnée à Al Jazeera. Elle voit tous les jours les exactions, tous les jours les horreurs. Ce sont vraiment des horreurs. Ouais. Moi j'évite de les regarder. Et chez nous, je veux dire, dans le dispositif mainstream, non seulement il n'y a aucune réaction, mais il y a la réaffirmation permanente d'un soutien, y compris avec le voyage de Bardella et d'autres en Israël pour soutenir Netanyahou, poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, excusez du peu, donc avec d'autres dirigeants. Donc ça, je veux dire, on a un système en France, c'est tout à fait incontestable, un système institutionnel qui a pris totalement parti pour Israël. C'est difficile à vivre pour la communauté musulmane. Ça ne justifie aucune réaction, aucun débordement, bien évidemment, et je trouve que la responsabilité de LFI de remettre en cause un acquis précieux dans notre pays qui est cette laïcité qui a été mise en place, bien sûr, pour lutter contre l'emprise de l'école de la religion catholique sur la société française au XIXe siècle, eh bien, on est en train de remettre cet acquis politique et philosophique en cause pour essayer de s'attirer les bonnes grâces de cette communauté. Alors, ce qui arrive à Jérôme Guedj, Jérôme Guedj, il a surtout, dans la période récente, d'abord, il a été réélu grâce au NFP, et ensuite, il a pris des positions, malgré quelques nuances qu'il y introduisait après coup, il a pris position d'un soutien quasi inconditionnel, comme Madame Braun-Pivet, à Israël. Ça, faut pas oublier la réalité de cette situation. Et, si vous voulez, comment voulez-vous que je pense à cette communauté musulmane qui a déjà des problèmes d'intégration et d'assimilation, avec des responsabilités qui la concernent. Ça, c'est tout à fait exact. Mais l'affaire Rima Hassan, moi, j'ai bien écouté ce que Rima Hassan a dit dans son interview télévisée, c'était juridiquement imparable. Moyennant quoi, il y a deux associations de lobby pro-israéliens qui ont déposé des plaintes, plutôt que le parquet immédiatement les classe sans suite dans la seconde, parce que c'était ridicule, je vous dis. Il suffisait d'écouter cette interview pour constater qu'il n'y avait aucune apologie du terrorisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Messieurs les procureurs français ont fait convoquer Madame Rima Hassan. Alors on vous dit elle était en audition libre. Ben oui, parce que comme elle est parlementaire, on ne peut pas la mettre en garde à vue. Ben oui, c'est interdit, elle a une immunité. Sinon, elle aurait été mise en garde à vue. 11h30, et on lui a demandé de se justifier d'avoir publié un poème de Mahmoud Darwish, qui est un grand poète palestinien. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays au bout d'un moment? Qu'est-ce que c'est que ces dévoiements? Donc, Jean-Luc Mélenchon, dans ses opérations qui sont totalement démagogiques, il joue sur le velours. Après, il peut donner des accolades et faire semblant de se moucher. Moi, ça me choque. Hein, ça, je suis désolé, on se tient mieux que ça. Bon, mais je pense que, et je suis tout à fait d'accord avec Alexis, il y a des deux côtés des attitudes qui sont des attitudes assez irresponsables. Bon, alors naturellement, Retailleau, alors je parle même pas de l'extrême droite ou des médias qui la soutiennent, mais Retailleau, qu'est-ce qu'il vise avec sa démagogie, qui est le symétrique de celle de Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qu'il vise? Eh bien, il vise une candidature à la présidentielle de 2027 contre Wauquiez, contre Édouard Philippe. Tout ça, ce marécage, et finalement, je vais utiliser un mot très fort, mais ne sent vraiment pas bon. Oui, mais d'accord, mais bon, Jean-Luc Mélenchon aussi vise ça, et finalement, enfin,
Alexis Poulain, tout à l'heure, vous disiez il n'y a pas d'antisémitisme dans la stratégie politique, en tout cas, ou dans la ligne de la France insoumise. Malgré tout, il y a un communautarisme, ça, vous ne pouvez pas le nier. Comme vous l'avez dit, bien Alexis sûr. Poulain, Mais ils ont décidé de prendre la parole ou donner la place, prendre la place, donc notamment de la population musulmane en France. Euh, et- Bien sûr. Oui, non mais parce que justement, il y a quand même un problème de toute façon, enfin je sais que c'est ce que vous disiez, mais dans le fait que finalement cette stratégie soit plus une stratégie politique, mais une stratégie communautaire. Mais elle va de pair, et c'est ça que je regrette, c'est de voir comment aujourd'hui le fait communautaire, le fait religieux a pris le dessus sur le débat politique et est devenu le débat politique. Et ça, c'est quelque chose qui va faire beaucoup de mal, puisque normalement, je rappelle que la France est une république laïque, du moins les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, et donc c'est pas fait pour fonctionner de cette façon-là. Donc soit les choses vont effectivement évoluer, soit on va passer à un autre système, mais on peut voir que de toute façon, les expériences communautaires ne fonctionnent pas. La Grande-Bretagne, juste à côté de chez nous, en est un exemple criant et monstrueux d'ailleurs. Donc on doit éviter à tout prix de rentrer dans cette logique anglo-saxonne de communautés vivant les unes à côté des autres et faisant chacune sa loi, avec en plus une loi en Grande-Bretagne, on l'a vu, qui protégeait les communautés de peur d'un enflammement, d'un embrasement communautaire. Ah, on a perdu Alexis Poulain. Régis, vous êtes avec nous? Oui, moi je suis toujours là, moi, Régis, fidèle au poste. j'en profite, merci. Surtout que Greg Tabibian, je vous l'annonce, chers amis, n'arrivera pas. Il est un peu trop en retard pour pouvoir participer à la mission. Voilà, c'est du Greg Tabibian dans le texte. Oui. Je me demandais, en tâche de fond, s'il allait arriver. Non, voilà, c'est l'annonce que je vous fais, chers amis. Ça fait partie du personnage, vous l'aurez compris. Oui. C'est tôt pour lui, Oui, c'est très tôt, c'est très tôt. Une matinale, Greg Tabibian, c'est quand même... Non, oui. On a pris un petit risque. Et c'est pour ça qu'on vous avait tous les deux, Alexis Poulain, Régis Castello, en filet de sécurité, comme on dit. Non, je voulais vous demander quand même tous les deux, en fait, est-ce que c'est la bonne stratégie, cette stratégie communautaire, ou est-ce qu'au bout d'un moment, ça peut se retourner aussi contre eux en termes de chiffres, a priori, c'est une bonne stratégie, mais voilà. Non, je pense que c'est pas une bonne stratégie parce que c'est un vote volatile de toute façon et parce que c'est un vote qui va engager de plus en plus de radicalisation aussi au sein du discours. On l'a vu, hein, d'ailleurs, vous avez passé des extraits sur il faut revenir sur ces lois contre le voile à l'école, etc. Donc c'est une stratégie qui peut finir très vite en impasse. Il faut avoir, pourquoi pas cette stratégie, mais il faut aussi la compléter par revenir sur le discours essentiel, hein, qui était celui de la lutte des classes, du front de gauche, expliquer qu'il y a des populations qui sont opprimées, qui vivent et qui survivent dans un pays où une classe bourgeoise décide des lois et des règles contre les intérêts d'une majorité. C'est ça qui, à mon sens, est en train de peut-être manquer, ou du moins qu'il va falloir remettre en avant. Alors c'est aussi, comme le disait Régis, parce que l'actualité internationale est dominée par ce qui se passe à Gaza, évidemment. Donc c'est un moteur fort de mobilisation, hein, à la fois l'émotionnel pour entrer en politique. Il y a aussi un choix derrière ce choix communautaire de faire le parti aussi des prochaines générations. Hein, un choix démographique aussi assez malin de la part de la France insoumise de dire mais attendez, le poids démographique il est là et donc la future génération de la population issue de l'immigration, elle est là, bien sûr, et la future génération elle est là. D'ailleurs, c'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon en parlant des campagnes, en disant non mais la France de demain elle sera comme ça et c'est un fait, c'est en quelque sorte un fait, hein, le fait démographique. C'est un fait démographique. Malgré tout, on n'est pas dans la recherche d'un intérêt collectif. On est toujours dans la recherche d'un intérêt communautaire. Oui et non, puisqu'on peut dire qu'à partir du moment où vous avez cette communauté-là, si on avait un discours plus apaisé sur les débats communautaires, si on évitait ça, peut-être ça se passerait mieux. Or, on voit bien que déjà, ça rend fou, ça provoque des passages à l'acte, ça fait que vous avez des antagonismes qui n'auront pas lieu d'être. Et aujourd'hui, je trouve que l'ambiance est calamiteuse. Je suis très inquiet. Je pense qu'on est effectivement sur des charbons ardents. Tout tient, on ne sait pas comment.
mais il suffirait de pas grand-chose pour que très vite la communauté nationale se retrouve éclatée en différentes communautés qui s'affrontent. Ouais. C'est terrible. C'est ça qui est inquiétant en fait. Ouais. Régis de Castelnau. Je, je suis plus sévère qu'Alexis. Je pense que cette stratégie, là, on parle bien de la stratégie d'LFI. J'ai dit ce que je pensais de celle de Retailleau, mais c'est complètement univoque. C'est-à-dire que la séquence que vous nous avez montrée en vidéo, elle est terrible d'un certain point de vue. Y compris avec les gens qui étaient là, avec le kéfier. Personnellement, je soutiens le peuple palestinien, mais je veux dire, il y a des moments, on est en France, il y a des moments où il faut faire preuve de responsabilité. Et là, on voit qu'il y a une espèce de bloc, on veut faire partie d'un bloc, or, on ne rassemble pas. On va pas rassembler. On sait très bien, en ce qui concerne l'islam, parce que, si vous voulez, l'islamophobie que personnellement je constate et je déplore, mais il y a encore quelques années, je disais pour ce qui me concerne un peu en plaisantant, je suis islamophobe. Moi, je suis très méfiant vis-à-vis de toutes les religions, mais l'islam a laissé des traces assez terribles dans notre pays depuis une vingtaine d'années, avec les attentats, avec effectivement cet entrisme, avec le frérisme qui s'est développé dans les banlieues, avec le voilement des filles, qui, personnellement, je considère que c'est une régression, sociétale, s'entend. Donc, faut pas oublier ça. Faut pas présenter. Alors, c'est vrai que ce qui se passe au Moyen-Orient depuis le 7 octobre a aussi profondément changé la donne, mais il faut pas, je veux dire, Se limiter à ce conflit, faut pas ouais. oublier qu'on avait cette situation avec une immigration qui est ce qu'elle est depuis 30 ou 40 ans, qui a été dénoncée par tous les spécialistes, qui a créé une situation où il y a, et c'est une des raisons du succès du Rassemblement national, devenu premier parti de France, pas seulement à cause de ça, mais devenu premier parti de France, c'est que, effectivement, il y a un problème pour les couches populaires françaises de cette immigration, avec ceux qui l'accompagnent, insécurité, changement drastique de certaines zones géographiques. Je pense à la grande couronne parisienne, aux villes du Sud-Est, et puis naturellement la question religieuse. La question religieuse dans un pays qui est en voie de déchristianisation. Je rappelle qu'il y avait 45% de pratiquants, de catholiques pratiquants en France en 1945, il en reste 5%. Donc, je ne pose pas la question de la foi, je parle simplement de la pratique, du rapport à la religion. Et là, on a une religion qui est extrêmement ambitieuse, ou en tout cas qui en donne le sentiment. Et venir jeter de l'huile sur le feu, et là je pense à LFI, en la présentant comme une victime sans réfléchir à ce que ça implique quand même, parce que c'est pas par hasard qu'il y a un rejet. Je dis pas parce que les musulmans sont méchants, mais parce que la population qui est là en place vit mal cette situation. Un responsable politique devrait être un rassembleur et essayer de définir les voies en dehors de l'affrontement. C'est vraiment assez terrible. Surtout que, je reviens sur ce que je disais sur le virage de Jean-Luc Mélenchon et sur la ligne qu'il adopte maintenant, qui est vraiment totalement communautariste, par conséquent dangereuse pour mon pays. Cette ligne, elle est réaffirmée. Et la séquence que vous nous avez montrée en est la preuve. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Personnellement, je suis assez pessimiste. Merci beaucoup à tous les deux. Régis de Castelnau, je le rappelle, avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Merci à Alexis Poulain, journaliste, chroniqueur, cofondateur du site Le Monde Moderne. On avait vu votre casquette, Alexis. Voilà, et animateur également de Poulain sans réserve le vendredi de 12h à 14h sur Sud Radio. Merci beaucoup à tous les deux. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette.
Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.